Bonjour à tous et bienvenue à ce dernier séminaire, webinaire, on ne sait plus trop comment les appeler, de l'année, consacré à l'asthme, aux allergies, que l'on peut malheureusement aggraver en étant dans son logement ou à l'intérieur. Et nous allons vous donner quelques trucs et astuces pour connaître les bons gestes. Pour nous accompagner lors de cette conférence, nous avons Madame Chrisbel Speyer, qui est conseillère médicale en environnement intérieur et qui travaille à Marseille au sein de notre école de l'asthme. Et l'animation sera assurée par Monsieur Dorian Chériou. Dorian est lui-même asthmatique et allergique et il est vice-président de l'association représentant les patients. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir, pardon, ça doit être pollué chez moi, nous avons aussi le plaisir d'accueillir le docteur Jean-Marie Nguyen, qui est allergologue et qui a également une activité importante d'éducation thérapeutique à l'hôpital Bicêtre, près de Paris. Alors tout d'abord, peut-être Madame Speyer, vous allez pouvoir nous expliquer ce qu'est une conseillère médicale en environnement intérieur, en quoi consiste votre travail. Donc, bonjour à tous. Oui, mon métier de conseillère médicale en environnement intérieur me conduit à me rendre au domicile des patients ou sur leur lieu de travail ou dans des écoles, des crèches, tout lieu de vie clos, où le médecin suspecte un lien entre le lieu et la pathologie du patient. Et j'interviens toujours sur prescription médicale. Merci. Alors, eh bien, écoutez, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Asthme, allergie et logement, les bons gestes. Voilà. Vous voyez votre... Pas du tout. D'accord. Là, Christine, on voit toujours le fond Facebook. Le but va être d'essayer de voir le diaporama. En cliquant en bas, un peu plus bas. Voilà. Parfait. OK. Alors, je reviens quand même sur la précédente. Oui, voilà. Voilà, donc on va essayer de comprendre ensemble quels sont les allergènes et les polluants que l'on peut traquer à la maison. Et ensuite, on verra de quelle manière il est possible d'en faire l'éviction, ou en tout cas, au mieux, d'essayer de les éviter. Donc, les polluants ont plusieurs origines. Ils peuvent arriver de l'extérieur, mais en fait, la majorité des polluants sont générés de l'intérieur, et notamment par l'activité humaine ou par les matériaux, les objets, enfin toutes nos habitudes de vie qui peuvent générer tout un tas de polluants et d'allergènes qui peuvent nous rendre malades à la maison. Alors, commençons. Voilà, donc on va voir d'abord les polluants biologiques, les acariens, les allergènes d'animaux domestiques, les cafards, donc blattes, les moisissures. Ensuite, on fera un petit focus sur les polluants chimiques, mais spécialement sur le formaldéhyde. Et puis, tous les autres polluants à prendre en compte, auxquels on ne pense pas forcément, mais qui font partie de nos habitudes de vie, que ce soit des plantes, le mode de chauffage, le tabac, le pollen, etc. Alors, commençons par... Non, c'est très bien. Commençons par les acariens. Les acariens sont invisibles à l'œil nu. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre avant tout pour chaque allergène, c'est comment il se développe et comment après, justement en fonction de ces conditions favorables de développement, il faudra agir pour faire le phénomène inverse. Donc un acarien a besoin d'humidité et de chaleur pour vivre. Il a besoin de nourriture, bien sûr, que ce soit des squames, des cheveux, des morceaux de peau, et les moisissures font partie aussi de la nourriture des acariens. L'acarien ne dure pas très longtemps, mais il faut savoir que dans une vie qui dure donc à peu près 3 mois, il se reproduit énormément, ce qui est donc
à prendre en compte quand on sait que, par exemple, dans un matelas, il y a beaucoup d'acariens, mais ça ne sert à rien de changer un matelas. Il faudrait le changer tous les 3 mois. Vous voyez. Donc voilà, l'intérêt, c'est de comprendre comment ça fonctionne pour après pouvoir agir dessus. Alors, l'éviction des acariens, en fait, consiste à essentiellement apprendre à gérer tous les textiles du logement. Dans un premier temps, bien sûr, il faut agir sur l'humidité et la température, ne jamais dépasser 50-60% d'humidité dans un air intérieur. Il est conseillé aussi, par exemple, pour la chambre à coucher, de jamais dépasser 20 degrés. Et puis ensuite, on va s'intéresser donc à tous les textiles qui sont dans la maison, essentiellement le lit, le canapé, et après tous les autres textiles, tapis, rideaux, moquettes, etc. Alors, ensuite, sur la diapo suivante, vous avez tout un ensemble de conseils. Là, je ne sais pas si on a le temps vraiment de rentrer dans tous les détails, mais notamment, il faut vraiment garder toujours à l'esprit, quand il s'agit de pollution et d'allergènes de l'environnement intérieur, il faut toujours garder à l'esprit l'aération. L'aération est primordiale, elle est fondamentale, elle est vitale en fait dans un logement. Donc pour les acariens, on va quand même rapidement regarder tout ça. Encore une fois, leur premier lieu de vie, c'est le matelas. Donc le matelas, on ne peut pas les combattre, hein, les acariens, on ne cherche pas du tout à les combattre. En revanche, on cherche à faire une barrière naturelle entre eux et donc leurs allergènes et la personne allergique. Donc la meilleure méthode actuellement, c'est la housse anti-acarien validée. Validée, ça veut dire que c'est surtout pas n'importe quelle marque de housse, surtout pas n'importe quelle forme ni n'importe quelle matière. Pour le sommier, on va conseiller un sommier à latte, toujours pareil, sans tissu, donc pas de sommier tapissier. Après, il faut apprendre à gérer tout ce qu'on met dessus sur le lit, les oreillers, les couettes, les couvertures, les traversins, les coussins. Là, on conseille un lavage en machine, et c'est important de dire en machine, c'est pas juste dans la baignoire ou dans le lavabo. Donc, c'est un lavage tous les 3 mois. Ou alors des housses qui existent aussi pour les oreillers, les couettes et les traversins. On peut avoir des tapis à la maison à condition d'apprendre à les gérer correctement. Ou alors, quelquefois, on peut, à la place d'un tapis, prendre simplement une couverture polaire qui passera en machine. Ça sera beaucoup plus simple à gérer qu'un vrai tapis. Après, ça sera plus compliqué. Quant aux peluches, les bébés peuvent avoir des peluches, bien sûr, mais à condition exclusivement qu'elles soient lavables en machine à laver. Et évidemment, on ne va pas garder une 50aine de peluches dans une chambre d'enfant. Les rideaux, c'est le même système. L'aspirateur, en cas d'allergie aux acariens, ce qu'on conseille, c'est un aspirateur avec un filtre HEPA, haute efficacité pour les particules aériennes, 13 ou 14, ou alors un aspirateur d'un système équivalent qui fait qu'on ne va pas respirer dans l'air qui sortira de l'aspirateur, on ne va pas respirer les allergènes. Ensuite, pour le canapé du séjour, on va conseiller de ne pas avoir de canapé en tissu, mais un canapé en cuir ou en simili. Alors, je ne sais pas si on le voit bien en bas, mais il y a une dernière ligne sur laquelle on conseille de ne pas utiliser d'acaricide. Maintenant, on a trouvé d'autres techniques plus naturelles, beaucoup moins invasives. Donc, pas d'acaricide dans la maison, ça ne sert à rien. Une bombe acaricide, on va rejeter des particules dans l'air qui vont rendre malade un asthmatique, mais qui ne vont rien faire aux acariens, parce qu'un acarien, ça ne vole pas. Ce n'est pas sur le mur, ce n'est pas au plafond, ce n'est pas au sol. C'est vraiment dans des endroits très confinés. Docteur Nguyen, oui, alors pour les acariens, 2 choses. Il faut dire que, alors c'est un peu plus médical, mais je pense que la sensibilisation aux acariens peut commencer très tôt dans la vie d'un enfant, et notamment lorsque ses parents ont eu de l'asthme ou des antécédents d'allergie, il faut le protéger. Et donc, les mesures de précaution doivent être prises, je dirais, dès la naissance pour l'enfant, parce qu'on a une sensibilisation qui peut être tout à fait précoce et qui peut déclencher de l'asthme dans un second temps. Moi, un petit commentaire sur je crois que le principal vraiment, ça va être d'aérer la chambre, de ne pas surchauffer, de lutter contre l'humidité de la chambre. Moi, je crois que c'est vraiment
il y a les mesures à prendre, je dirais que ce sont vraiment celles-là. Pour le matelas, je se pose la question éventuellement, au-delà de la housse, de choisir un matelas qui soit un matelas plutôt synthétique, en mousse, en latex, plutôt que des matelas tapissiers ou les futons, qui sont avec des couches de laine à l'intérieur ou des couches de coton à l'intérieur dans lesquelles les acariens peuvent mieux se développer. Et puis, quand vous passez l'aspirateur, quoi qu'il arrive, quelle que soit sa marque, pensez à bien aérer, puisqu'effectivement, on aspire la poussière, on va projeter dans l'air de la poussière. Et donc, à ce moment-là, il faut bien aérer, faire un courant d'air, puisque pour que la poussière, les acariens que vous aspirez ne retombent pas dans la chambre, mais puissent être évacués à l'extérieur de la chambre ou de la pièce que vous êtes en train d'aspirer. Voilà un peu pour mes commentaires pour cette partie-là. Merci. Ah, les animaux. Alors, on ne va pas rester trop longtemps sur les animaux. Parlons juste surtout du chat, puisque c'est l'allergie aux animaux domestiques la plus courante. Il faut juste, encore une fois, comprendre le principe. Les allergènes de chat sont très volatiles et se collent au textile. D'où l'intérêt et vraiment l'obligation même. Alors, bon, d'un ménage très draconien parce que, encore une fois, les allergènes, le chat, en passant contre un mur, va en mettre des allergènes, va déposer des allergènes en bas des murs, en bas des meubles. Voilà. Donc, ça nous amène à l'éviction des chats. C'est la diapo suivante. Voilà, donc encore une fois, attention à tous les textiles. C'est assez général, hein. En fait, c'est comme l'aération. L'aération, c'est fondamental tout le temps. Les textiles, c'est là que se posent les allergènes. Donc, l'idéal, c'est évidemment de ne pas avoir de chat quand on est allergique au chat, mais dans le cas où on décide de garder son animal, il faut lui interdire absolument la chambre à coucher. Il faut effectuer un ménage vraiment rigoureux. Alors évidemment, si la personne est allergique et dans le coin, il faut qu'elle porte un masque. Et ne pas oublier de laver les sols et les bas des murs, les bas des meubles éventuellement. Hein. De même que il faut lui interdire la chambre à coucher. Il faut essayer, c'est plus difficile en règle générale, mais c'est plus difficile, mais il faut essayer de lui interdire le canapé, surtout s'il est en tissu particulièrement. Voilà. Un commentaire, docteur Nguyen? Parce qu'il y a des oui, alors c'est pas toujours simple d'empêcher les chats de rentrer dans la chambre à coucher, parce qu'ils rentrent même la journée quand on n'est pas là. Et une solution qu'avait trouvée une patiente et qui me semble tout à fait… le mieux, c'est de fermer, mais des chats qui savent ouvrir les portes. Bon, alors, pour ceux qui savent ouvrir les portes, il faut mettre un gros édredon qui va recouvrir le lit. Et en fait, au moment où vous allez dormir, vous allez enlever cet édredon. Et comme ça, les oreillers, les draps, les couvertures avec lesquelles vous dormez, vous ne seront moins contaminés, mais pas moins contaminés par les allergènes de chat. Voilà, pour l'idée, et que vous ne passiez pas toute la nuit le nez dans le coussin avec plein d'allergènes de chat. Après, c'est vrai que l'éviction, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, des fois, les patients me posent la question, mais j'ai eu un chat tout petit et je ne comprends pas que je sois allergique maintenant. Il y a une accoutumance, c'est comme ça. Des fois, il y a une accoutumance avec un animal avec lequel on a vécu depuis très, très longtemps. Des fois, il n'y en a pas d'ailleurs. Le plus souvent, il n'y en a pas. Et lorsqu'on change de chat, lorsqu'on reprend un chat, c'est à ce moment-là que les allergies se déclenchent et généralement, elles ne disparaissent pas. Alors, des fois, j'ai des parents, j'ai eu des patients, des parents asthmatiques. C'est un message plutôt pour les parents qui veulent absolument faire plaisir à leurs enfants. J'ai pris un chat parce que vraiment, ça faisait plaisir alors qu'elle était déjà asthmatique. Elles arrivent, elles sont, et je les vois en grande souffrance au niveau respiratoire. Je pense que parfois, pour les familles des gens qui sont allergiques et asthmatiques, il faut qu'ils comprennent un peu ce que représente, je dirais, le fait d'avoir un chat à la maison. C'est respirer mal, souvent, c'est difficile. Et je pense que ça mériterait un peu plus d'attention avant de faire le choix d'acquérir un animal. Voilà. Ah, un animal beaucoup plus sympathique que le chat. Voilà, passons au cafard. Encore une fois, comment ça fonctionne un cafard? Un cafard se déplace essentiellement la nuit. On les trouve dans les sources, enfin dans les endroits chauds, donc à l'arrière des frigos. Là, les photos qui sont là, celle de droite, il s'agissait d'une chambre d'enfant. Et ce qu'on voit, l'espèce de ventilation qu'on voit là-haut, en fait, c'était une bouche de ventilation, mais qui soufflait de l'air chaud. C'était un espèce de récupérateur de chaleur que les parents avaient installé.
Et du coup, tous les cafards allaient nicher à cet endroit-là dans la chambre parce qu'ils aiment la chaleur. Ils aiment aussi l'humidité, donc on les retrouve aussi au niveau des cuisines, principalement quand on laisse aussi traîner de la nourriture. Ça, c'est là qu'on peut les retrouver. Donc après, comment faire pour essayer d'en faire l'éviction? Alors bien souvent, c'est vrai que c'est assez compliqué dans la mesure où il est rare que ce soit un logement isolé qui ait des cafards. Bien souvent, c'est un immeuble complet. Donc là, c'est un autre travail, c'est d'autres choses, d'autres partenaires à mettre sur cette affaire, quoi. Mais toujours est-il que pour essayer d'en éliminer le plus possible, il faut évidemment nettoyer les lieux, avoir un ménage assez rigoureux quand même. La contamination, bien souvent, il n'y a pas besoin d'essayer de l'évaluer parce qu'on la comprend, enfin on la voit très bien. Donc ne jamais laisser traîner de nourriture, ne pas avoir un robinet qui coule. Quant au traitement contre les cafards, il faut absolument éviter les sprays. Il existe maintenant des gels ou des crèmes qui sont pas du tout, qui vont pas remettre des particules dans l'air. D'autre part, il faut aussi travailler au niveau des ventilations, justement, parce que bien souvent, ils arrivent par les VMC ou par les ventilations qui viennent de l'extérieur ou de conduites internes à l'appartement. Donc, il ne s'agit pas de fermer ces ventilations, mais de mettre un morceau de moustiquaire pour laisser passer l'air, mais pas les cafards. Voilà. Et c'est vrai que pour certains cas, on a été obligé avec les patients de les aider, de les accompagner pour un déménagement parce que, encore une fois, ce n'était pas juste le logement qui était infesté de cafards, c'est tout l'immeuble. Sauf qu'une personne qui vient d'un appartement habité par les cafards aussi, il faudra pendant son déménagement qu'elle n'en emmène pas. Donc, quelquefois, il faut partir sans ses meubles, sans son électroménager, parce qu'ils vont souvent se cacher dans les électroménagers. Enfin, voilà, c'est toute une opération assez compliquée, mais c'est possible. Voilà. Nous avons des questions qui arrivent sur la page Facebook. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions et ça sera peut-être plus simple de regrouper toutes les questions et les réponses donc à la fin de la présentation de Chris Bell. Ça sera plus facile. Là, il y a pas mal de questions qui arrivent sur les acariens tropicaux, etc. Donc, on en reparlera après. Alors, ensuite, encore un grand voilà, moment. là, en fait, voilà, j'ai mis quand même quelques photos pour illustrer ce que c'est que les moisissures, parce que bien souvent, les patients téléphonent en disant, voilà, j'ai de l'humidité chez moi, mais il faut savoir de quoi on parle. L'humidité, c'est une chose, c'est une trop forte densité en vapeur d'eau dans le logement, et la moisissure, c'est autre chose. Ce qui rend vraiment malade, c'est la moisissure. L'humidité est un cofacteur, en fait, mais voilà, une moisissure, c'est ça, c'est des taches sur les murs, sur les plafonds, à l'arrière des meubles. Alors, sur la diapo suivante, on voit les moisissures qui sont visibles à l'œil nu. Ça, c'est dans des chambres d'enfants, dans un couloir. Et sur la diapo d'après, en fait, voilà, il s'agit de logements où il y avait une odeur, mais les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément tout de suite. Et en fait, la moisissure peut aller se cacher, entre guillemets, parce que c'est facile de la trouver, mais derrière des meubles, derrière la diapo du milieu, il s'agissait de lambris. Donc, on avait enlevé la première latte de lambris. Et la diapo de droite, c'était derrière du papier peint. Alors, c'est vrai que bien souvent, c'est rare que le papier peint soit aussi blanc quand il y a des moisissures derrière. Petit à petit, le papier peint salit, on voit très bien. Mais voilà, quelquefois, on peut ne pas la voir. L'odeur est doit être elle doit alerter, oui. Ouais. Oui. Donc voilà, voilà ce que c'est plus facile de le voir que de le décrire. Il faut savoir qu'une moisissure, le principe, c'est comme un arbre. Un arbre prend racine dans la terre et il lance, il diffuse dans l'air des grains de pollen. La moisissure, c'est un peu le même principe. Elle va prendre racine dans un endroit favorable, avec une humidité favorable, et elle va elle va diffuser dans l'air des spores, ce qu'on appelle des spores de moisissure, et c'est ces spores qui vont rendre malade. Et c'est l'inhalation de ces spores, ou alors simplement le contact avec la peau, qui va entraîner certaines pathologies. Il faut savoir que, bien entendu, c'est toujours lié au degré d'humidité, et ça contribue à la prolifération des acariens, comme on l'a dit tout à l'heure.
Quel est le degré d'humidité idéal dans un logement? Dans un logement, le degré d'humidité, c'est entre 40 et 60. Mais ça ne dépend pas toujours de l'air intérieur quand même, la présence de moisissures. Donc là, je pense que c'est la diapo suivante. Voilà. Alors ça, c'était juste pour faire un petit focus sur les conséquences des moisissures sur la santé. Ce que je trouve important dans cette phrase-là, c'est qu'en fait, il est expliqué que, bien sûr, les manifestations allergiques sont les premières pathologies entraînées par les moisissures et par les spores de moisissure, mais on n'est pas toujours face uniquement à des manifestations allergiques. Quelqu'un qui sera ni asthmatique ni allergique, mais exposé à une grande surface de moisissure, va être malade aussi, de la même manière. Alors, d'où vient la moisissure? Encore une fois, il faut comprendre pourquoi le problème. Donc, la moisissure, elle a deux origines possibles. D'abord, des origines de bâti, donc ça peut être une infiltration par une façade, par un tuyau percé dans un mur, par des tuiles cassées, ou alors une infiltration d'eau qui vient du sol. La deuxième source d'humidité dans un logement, c'est la condensation. Donc, ça peut être un pont thermique et c'est là qu'il faut travailler vraiment sur plusieurs points, notamment la ventilation et encore une fois l'aération. Alors, il est intéressant d'abord de faire un prélèvement quand on a un doute parce que dans un premier temps, ça permet de confirmer ou pas la présence de moisissures, d'en évaluer l'effet possible sur la santé parce qu'il faut savoir que certaines moisissures sont plus toxiques que d'autres. Et puis, quelquefois, pour le médecin, ça lui permet de vérifier, de confronter la prise de sang qu'il a faite avec la moisissure qui a été trouvée dans le logement ou sur le lieu de travail, hein, encore une fois. Mais il est toujours primordial de mesurer la surface de contamination. Un joint noir autour d'une baignoire n'aura aucun impact sur la santé. En revanche, 1 mètre carré dans une chambre d'enfant, par exemple, là, c'est sûr que ça va avoir un impact sur la santé. Donc, premier point, évaluer la surface de contamination moisissure. Et deuxième point, identifier la moisissure. Qui peut faire ce prélèvement par adhésif et est-ce que c'est en vente dans le grand public? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut… Alors, a priori, je ne pense pas. Il y a des laboratoires qui analysent ces prélèvements, mais tous les conseillers médicaux en environnement intérieur et tous les conseillers habitat santé, puisqu'on fait le même métier, on fait tous des prélèvements de moisissure. D'accord. Donc, on le redira, mais pour trouver une conseillère médicale en environnement intérieur, vous avez un site internet voilà, qui est cmei-france.fr. Donc, n'hésitez pas pour essayer de voir si une CMEI habite près de chez vous et peut déjà vous donner des conseils, voire faire une visite. Donc voilà, donc quand on est face à des moisissures, la première chose à faire, c'est comprendre pourquoi on a un problème de moisissure et la réparer. Et ensuite, retirer tous les matériaux moisis. Si c'est du papier peint, il faut jeter le papier peint. Pour nettoyer les moisissures, on ne conseille plus maintenant d'eau de javel, mais tout simplement un détergent basique comme du liquide vaisselle avec une éponge humide et voilà. Et en aérant bien sûr pendant tout le temps où on va faire le nettoyage, en ouvrant les fenêtres, en mettant un masque s'il y a besoin. Enfin, voilà. Et en retirant de l'appartement la personne qui est la plus touchée au niveau de la santé. Docteur Nguyen, Monsieur Chériou, des commentaires, des remarques? Moi, j'en ai une. Du coup, on a parlé du travail il y a quelques instants, ça a été dit. Est-ce que du coup, la conseillère en environnement intérieur peut intervenir aussi sur le lieu de travail ou c'est que la médecine du travail qui est en lien avec un salarié finalement? Non, en fait, on intervient aussi sur un lieu de travail, mais là, il nous faut, en général, il n'y a aucun problème, quoi. Mais il nous faut, moi, je sais que j'en ai fait pas mal des visites sur des lieux de travail, mais quelquefois, même le médecin du travail venait avec moi. Mais il me faut toujours l'autorisation du directeur du site, et puis, et quelquefois, la présence du médecin du travail, c'est toujours intéressant, oui.
Mais de même que dans des écoles ou dans des universités, enfin n'importe où, voilà. Dans des centres de détention pénitentiaire. Voilà. Alors voilà, donc on n'est pas tous égaux face à une exposition aux moisissures, bien entendu, et les personnes les plus fragiles, comme les bébés, alors plus fragiles ou pas, mais les femmes enceintes et les personnes âgées, par définition, puisqu'elles restent en général plus à la maison, seront plus touchées parce qu'elles vont respirer beaucoup plus de sport. Après, on a tous les types de pathologies qui ont déjà entraîné une baisse de l'immunité, que ce soit une chimiothérapie, que ce soit le VIH, que ce soit une transplantation. Il nous arrive souvent d'intervenir quand un patient va être greffé. Notamment, on travaille tous en lien avec les centres de mucoviscidose. Et là, il faut vraiment vérifier qu'au domicile, il n'y ait pas du tout de moisissure. Alors, passons maintenant au formaldéhyde. Le formaldéhyde fait partie de la famille des composés organiques volatiles. Voilà, c'est une substance utilisée par l'industrie dans les mobiliers ou alors dans les matériaux de bricolage. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que c'est contenu dans la fumée de cigarette. Donc déjà, tous les gens qui fument à l'intérieur, c'est pas compliqué, hein, on émet des particules, dont des COV, et parmi les COV, du formaldéhyde. Alors, l'exposition au formaldéhyde entraîne un grand nombre de symptômes qui ne sont pas du tout spécifiques en fait, du formaldéhyde. Donc, c'est assez compliqué de comprendre, dans un premier temps, pourquoi la personne est mal. Et surtout, enfin, pour nous, le plus intéressant en matière de formaldéhyde, enfin, entre guillemets, en matière de formaldéhyde, c'est de comprendre la chronologie de la santé, enfin, de la dégradation de la santé et la chronologie de ce qui s'est passé dans le logement. Par exemple, j'ai eu le cas d'une personne qui, du jour au lendemain, on lui a changé tout son mobilier de bureau, a été donc exposée à une énorme quantité de formaldéhyde. Et du coup, après, bon, bien sûr, elle a quitté le bureau, elle a été emmenée aux urgences, mais après, elle n'a plus jamais supporté la moindre... Si vous voulez, on est exposé une première fois à une très grande quantité et après, on réagit à une très faible quantité. Donc, c'est très compliqué, le formaldéhyde et les autres composés organiques volatiles, d'ailleurs. C'est pour ça qu'au niveau de l'éviction, on peut passer à la diapo suivante. Au niveau de l'éviction, bien entendu, il y a l'aération, toujours l'aération. Un changement de mobilier peut quelquefois aider, mais ça ne suffit pas parce que ce qui se sera déjà dégagé du meuble neuf va aller sur les textiles présents, sur les moquettes, sur les tapis. Enfin, voilà, c'est compliqué. C'est pour ça qu'en matière de composés organiques volatiles et de formaldéhyde, il faut absolument travailler en prévention. C'est pour ça que je vous ai mis sur la diapo suivante la photo. Ça, c'est assez caractéristique. Un jeune couple qui attend un enfant, qu'est-ce qu'on va faire? On va repeindre la chambre et on va acheter des meubles tout neufs. Et en général, on les achète en bois aggloméré neuf parce que c'est moins cher. Et du coup, l'enfant arrive dans une chambre comme ça, pour peu qu'on lui mette un tapis ou enfin, d'autres éléments un petit peu suspects. Ça va déjà être compliqué pour lui. En tout cas, il va déjà respirer des particules qu'il n'a pas forcément besoin de respirer dès la naissance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie, alors, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais on vérifie quelle peinture on va acheter. On vérifie la composition du meuble. C'est toujours mieux d'acheter un meuble en bois massif, par exemple, ou alors un meuble d'occasion, mais il ne s'agit pas de le repeindre non plus, parce qu'on va retomber dans le même problème. Mais voilà, il faut trouver des alternatives correctes sans tomber dans le meuble neuf en bois aggloméré. C'est là que ça émet le plus de particules. Alors, je parle de la chambre, hein. Il y a d'autres cas, mais c'est vrai que celui-là est le plus inquiétant, je trouve. Et l'idée, c'est si jamais vraiment on doit le faire ou des choses comme ça, c'est de bien aérer auparavant. C'est-à-dire que
s'y prendre auparavant. C'est pas que les meubles n'arrivent pas le jour, on monte les jours où l'enfant arrive ou peu importe, mais bien s'y prendre avant et puis vraiment aérer. Voilà, faire un choix effectivement dans les peintures et dans les meubles. Des fois, on est obligé d'acheter une armoire parce que bon, voilà, c'est comme ça. Mais peut-être on peut l'acheter un petit peu à l'avance, la monter un peu à l'avance, mais dans un endroit où elle puisse bien s'aérer. Alors, je n'ai pas de date, de durée plutôt d'aération, mais enfin, c'est mieux que de le mettre directement dans une chambre et de fermer tout de suite qui ne soit pas aéré pendant un certain temps. Alors, voilà, ça c'est d'autres polluants qui ne sont pas a priori des polluants, mais auxquels il faut vraiment penser et qu'il faut… bon, ça le tabac, tout le monde le sait, c'est si sûr. Il est composé de tellement de particules polluantes que maintenant tout le monde le sait. Donc, ne pas jamais fumer à la maison. Quand on a un balcon, à la limite, on va sur le balcon en fermant la porte-fenêtre, mais voilà, même à la fenêtre de la cuisine, tout rentre dans le logement. Donc, ce qui est important de dire, peut-être, si je me permets, c'est qu'en fin de compte, il y a deux parties dans le tabac. Il y a la partie qui est le gaz et il y a la partie après qui va se déposer, le goudron qui va se déposer. C'est-à-dire qu'en fait, si vous fumez une cigarette chez vous, même quand les enfants ne sont pas là ou quand la personne asthmatique n'est pas là, il y a une partie dans le gaz qui vous aérez bien qui va partir, mais une partie qui va se redéposer en tant que particule et qui va se déposer sur les vêtements, sur les meubles. Et donc, en fait, ce n'est pas simplement ce qu'on respire, mais on va le toucher. Et on peut aussi s'intoxiquer, c'est un petit peu le mot, mais de cette façon-là. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment fumer à la fenêtre et bien aéré. Et ça ne suffit pas toujours à éviter que le tabac ne se dépose dans la maison. Et alors, chez des personnes qui sont plus fragiles, comme les asthmatiques, par exemple, ou les enfants, ça peut poser un problème. Alors, le mode de chauffage, c'est vrai que bien souvent, dans certains habitats, par souci d'économie, on voit les patients qu'on va voir acheter un poêle à pétrole en se disant ça sera moins cher. Sauf que le problème du poêle à pétrole, c'est que déjà, ça émet des particules tout seul, mais en plus, ça ramène un taux d'humidité important. Donc, alors la photo, c'est moi qui l'ai prise celle-là en visite, mais c'est vrai que le mur avait déjà un problème et en plus le poêle à pétrole rajoutait. Parce qu'en général, sur les poêles à pétrole, mais c'est écrit en tout petit, qu'il faut aérer pendant l'utilisation. Donc, c'est un non-sens. Enfin, c'est assez compliqué, quoi. Donc, il vaut mieux préférer un radiateur à bain d'huile, par exemple. Alors, les plantes vertes, contrairement à certaines idées reçues, une plante verte ne dépolluera jamais un intérieur. En revanche, ce dont on est sûr, c'est que les plantes vertes apportent toujours un certain taux d'humidité puisqu'on les arrose. Et puis, certaines plantes vertes, comme celle qu'on va voir dans la diapo suivante, le Ficus benjamina est la plante la plus allergisante en intérieur. Alors, c'est vrai que c'est facilement détectable, hein, c'est vraiment un rayon autour de la plante, mais il faut savoir que les plantes non seulement ne dépolluent pas, mais peuvent poser des vrais problèmes pour la santé, et surtout pour les personnes allergiques. Alors, passons au bon geste. Je vais intervenir sur quelque chose qui est vraiment important. Parmi les polluants internes, il y a les produits ménagers, mais spécifiquement l'eau de Javel est vraiment un problème pour les personnes asthmatiques. Avec une personne asthmatique qui utilise de l'eau de Javel pour nettoyer, hein, je veux dire, c'est au quotidien, plus de 2 fois par semaine a 3 fois plus de chances d'avoir un asthme qui n'est pas contrôlé, donc avec des symptômes, qu'une personne qui n'utilise pas d'eau de Javel. Donc l'eau de Javel, comme souvent, on y va de façon un peu… Je ne sais pas si vous l'abordez après, excusez-moi. Oui, mais oui, on l'aborde après. Non, pas de problème. Hein. Je vous laisse tranquille. En tout cas, je mets un… Oui, on pourra revenir sur cette question après, puisque Chrisbel va en parler. Alors, donc les bons gestes. Voilà, donc l'aération, on l'a déjà dit, il faut le redire, toujours. Il faut absolument aérer tous les jours son logement. Alors, la meilleure chose, c'est 20 minutes le matin, enfin un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir en moyenne. Hein. Et il est important d'aérer le soir, par exemple, particulièrement les chambres à coucher. Pourquoi ? Parce qu'on va y passer au moins 8 heures, si ce n'est plus pour les enfants. Et du coup, on va rester dans un milieu confiné.
Donc, c'est important de renouveler l'air juste avant d'aller se coucher. Ça permet aussi de réduire évidemment la quantité de polluants, mais le taux d'humidité. Mais il s'agit de bien ouvrir les fenêtres. Il ne s'agit pas juste d'entrouvrir la fenêtre en ayant les volets fermés. Alors, un focus spécial sur la VMC parce que il est important dans un logement que même quand les fenêtres ne sont pas ouvertes, que l'air circule. Et logiquement, l'air circule avec des arrivées d'air. Il rentre dans un logement par les pièces sèches, c'est-à-dire les chambres et le séjour. Là, vous voyez, c'en est une qui avait été bien scotchée, donc complètement inefficace, alors que l'air doit arriver par ces arrivées d'air et l'air doit sortir par les VMC, les extracteurs d'air qui sont en général situés dans la salle de bain. Alors, les ventilations, bon, évidemment, ça fait partie de l'entretien, hein, mais il faut penser à bien entretenir ces ventilations. C'est vrai que quelquefois, ça nous permet de voir quand elles sont un peu encrassées qu'elles fonctionnent. Mais il ne faut pas non plus que toutes les poussières qui vont aller se coller là-dessus reviennent après dans le logement, si vous voulez. Donc, il faut vraiment penser à les nettoyer régulièrement, simplement avec un produit de vaisselle, hein. Alors voilà, ça c'est aussi un cas de figure qu'on rencontre parfois, c'est des douches ou des baignoires sans rideau. Donc, bien entendu, le mur qui est à proximité va se gonfler d'eau, quoi. Donc, forcément, sera la niche parfaite pour des moisissures, pour une superficie de contamination aux moisissures. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, les ventilations, surtout, ne jamais les boucher. C'est vrai que ça nous arrive de voir une armoire devant une fenêtre ou des choses comme ça. Pour nous, c'est une évidence, mais il faut vraiment comprendre que l'air, fondamentalement, doit circuler dans un appartement, même si on n'ouvre pas les fenêtres. Et là, en fait, souvent, les personnes bouchent ces arrivées d'air parce qu'on a l'impression qu'il y a de la pollution qui rentre. On a peur aussi que des insectes rentrent. Alors là, l'idée de placer devant un morceau de moustiquaire pour éviter que des insectes ou des cafards rentrent, ça, je trouve que c'est une bonne astuce. Mais docteur Nguyen, entre le fait de boucher une aération de ce type et de faire rentrer la pollution, parce qu'en fait, quand on regarde avant de nettoyer, on voit que c'est noir un petit peu les bouches d'aération. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, les bouches d'aération, ça se nettoie simplement parce que ça fait circuler de la poussière. Et une fois que c'est bouché, ça s'encrasse, il y a des moisissures. Enfin, voilà, donc ça se nettoie. Ça fait, que vous soyez propriétaire, que vous soyez locataire, ça fait partie de vos… même si on est locataire, ça fait partie de l'entretien de la maison. Voilà. Après, ce que font parfois les gens, c'est qu'ils pensent que chez eux, c'est sain. Et donc ça, c'est un petit peu l'erreur habituelle. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que, comme le disait Chris Bell, c'est qu'en fait, on a beaucoup plus de sources de pollution à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur de la maison. Et qu'en fin de compte, on s'aperçoit que la pollution intérieure dans une maison est beaucoup plus importante que la pollution extérieure, sauf si, bien sûr, votre maison donne directement sur un autoroute ou sur le périphérique. Mais hormis ces cas-là, l'air intérieur est beaucoup plus pollué que l'air extérieur. Et ce n'est pas parce qu'on est chez soi et qu'on est à l'abri de la pollution. Bien au contraire, plus vous êtes chez soi, plus vous êtes exposé à la pollution. Et donc, l'aération est vraiment importante, qu'elle soit et on n'est pas toujours là à la maison, donc il faut qu'il y ait un système que votre système de ventilation à travers les grilles d'aération fonctionne pour pouvoir justement éliminer la pollution au fur et à mesure de la journée. Et en plus, si vous aérez bien la fenêtre, par exemple, avant d'aller vous coucher le soir, ça c'est tout à fait primordial pour votre bonne santé. Donc l'erreur, c'est vraiment penser que chez soi, c'est pas pollué et l'extérieur, c'est pollué. C'est plutôt l'inverse qui se passe habituellement. Ce qui veut dire qu'on puisse… Mais par contre, chez soi, on peut agir dessus. Par contre, sur le trafic routier, c'est plus difficile de réagir dessus. Et ce qui va être difficile, en fin de compte, c'est que de temps en temps, on va être
pendant les pics de pollution, on va être soumis à beaucoup de pollution. Ça va irriter les bronches, mais ce qui va aussi irriter les bronches, c'est une exposition à faible dose toute l'année, tous les jours, toutes les nuits, sur de longues périodes. Et ça aussi, ça va venir, je veux dire, provoquer des maladies respiratoires ou alors accentuer les maladies respiratoires. Voilà, c'était ce petit mot que je voulais vous dire. Alors, donc, encore une fois, attention à l'humidité. Pour faire attention à l'humidité, il faut réfléchir à l'humidité qu'on fait rentrer. Il faut donc penser à la ventilation, ça c'est primordial. Mais aussi, il faut éviter, évidemment, dans la mesure du possible. Quelquefois, ce n'est pas possible, mais dans la mesure du possible, ne pas faire sécher son linge dans l'appartement parce qu'on ramène encore plein d'humidité. Donc, quant au chauffage, en mode de chauffage, il vaut mieux acheter un radiateur à bain d'huile qu'acheter un poêle à pétrole. Voilà, alors, on est souvent tenté, on voit les patients qui sont souvent tentés, ou alors les propriétaires, qui sont souvent tentés, quand il y a un problème de moisissure et d'humidité dans un logement, de repasser simplement ou bien un coup de peinture ou de cacher avec du papier peint. Le problème ne sera jamais réglé si on le cache. Donc, même avec une peinture anti-humidité, il ne s'agit pas du tout de cacher. Ça reviendra dans tous les cas. Donc, il faut encore une fois trouver la cause, la réparer, aérer, attendre que ce soit sec et après, on peut s'occuper de son mur ou de son plafond. Quant au ménage idéal, il faut éviter le balai d'abord, de toute façon. L'idéal pour faire le ménage chez soi, c'est tout simplement d'utiliser une serpillière, même avec de l'eau très chaude, c'est largement suffisant. On peut aussi parler, je ne l'ai pas noté, je crois, mais des nettoyeurs vapeur. Le nettoyage vapeur est de plus en plus utilisé, même dans certains hôpitaux. Parce que très sain, ne ramène aucune particule ennuyeuse dans l'air, mais quand même très efficace. Alors, un aspirateur, c'est très bien. Donc, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un filtre HEPA ou alors un système équivalent. Alors, l'idéal, c'est une aspiration centralisée, mais c'est très compliqué c'est pas partout qu'on peut installer une aspiration centralisée. Pour la poussière, tout simplement un chiffon humide, sans produit, pas de lingette imprégnée, surtout pas. Et puis, encore une fois, aérer tout le temps qu'on fait le ménage et de préférence quand la personne allergique n'est pas là. Alors, on peut aussi apprendre à revenir à des produits naturels. Alors, je crois que c'est sur la diapo suivante qu'on parle plus précisément des produits d'entretien. Voilà. Donc, les produits dans l'ensemble, surtout respecter le bon dosage, ne jamais mélanger des produits entre eux. En général, tous les produits anti quelque chose ne sont pas nécessaires, mais il vaut mieux comprendre pourquoi il y a des odeurs, pourquoi il y a des moisissures, etc. Et ensuite, donc, comme l'a dit le docteur Nguyen tout à l'heure, ne pas utiliser d'eau de javel quand il y a des asthmatiques dans le logement. Et puis, de toute façon, en règle générale, ne pas utiliser d'aérosol. Et encore une fois, ce qui est toujours intéressant, c'est quand on achète un produit d'entretien, c'est d'aller chercher les labels. On va voir sur la diapo suivante après qu'il y a des logos desquels il faut vraiment se méfier, enfin qu'il faut fuir même, voilà. Ce genre d'étiquette est à fuir. D'ailleurs, on peut consulter, oui, le site de l'APPA. Je ne sais pas s'il apparaît très bien, c'est www.appa.asso.fr, sur lequel il y a beaucoup d'explications au niveau des étiquettes des produits d'entretien, mais toujours est-il que deux logos, deux labels sont très intéressants, c'est NF Environnement et Écolabel européen. Voilà pour les produits d'entretien. Alors voilà, on est très… Juste, docteur J'ai Nguyen. insisté sur l'eau de Javel. J'ai beaucoup de patients qui ont asthmatiques et qui attrapent notamment ceux qui ont des asthmes et qui font des exacerbations d'asthme suite à des infections respiratoires. Et ils ont l'impression quand ils tendent le Javel, ça va être plus sain, ça va être plus propre et qu'ils seront moins malades. Et en fait, le problème, c'est que vous allez remplacer l'inflammation liée au virus et aux microbes, par exemple aux bactéries, par l'inflammation qui est liée à l'irritation à l'eau de Javel. Et donc, vraiment, les études le montrent parfaitement.
que de l'eau de Javel, ça ne va pas vous protéger de l'asthme. Il y a plein d'autres produits. Il y a plein d'autres produits en plus pour enlever les microbes, les bactéries, les virus en ce moment. Mais voilà, c'est une fausse sécurité. Voilà, c'est ce que je voulais un petit peu vous dire. Et surtout qu'on utilise en grande quantité, parce que plus on est malade, plus on a envie que ce soit propre, et plus on met une grande quantité en espérant être soulagé au niveau respiratoire et ne pas faire des exacerbations. Mais c'est souvent l'inverse qui se passe. Voilà. Pour revenir sur les produits ménagers, les produits d'entretien, sur le site de la PPA, vous avez aussi des alternatives qui sont proposées de produits beaucoup plus sains et beaucoup plus naturels. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ce site. Chris Bell. Alors, les bonnes odeurs. Nous, souvent, on rencontre en visite des patients, par exemple, qui ont eu de la moisissure à la maison. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rajouter une odeur pour la cacher, pour essayer de cacher celle de la moisissure. Du coup, on fait un cumul de particules. Là, c'est un vrai cocktail et on ne peut pas ne pas être malade. Alors, attention à toutes les odeurs, que ce soit du désodorisant, des bougies parfumées. Et même, il y a une étude qui montre que des bougies parfumées éteintes émettent quand même des particules. L'encens, bien entendu, les pots pourris, même le papier d'Arménie, hein, tout ça, c'est à proscrire. Les huiles essentielles ne sont pas du tout recommandables en présence d'une personne asthmatique ou allergique. Et encore une fois, il ne faut jamais cacher une odeur par une autre. On fait que rajouter un problème à un autre problème. C'est la double peine, quoi. C'est parfois tentant, mais… Ah ben oui. Non, il faut ouvrir les fenêtres, c'est tout, voilà. Voilà. Alors là, je voulais juste… Voilà. Rapidement, parce que le temps file et ouais. on va quand même prendre des questions. C'était juste pour dire que dans une même famille, 4 personnes et 4 personnes réagissaient différemment face aux moisissures. Il n'y a pas un symptôme, à part la toux peut-être qu'on retrouve toujours, mais chacun peut avoir une fragilité spécifique. Et c'est ça qui fait toute la difficulté, parce que quand le médecin m'a envoyé chez cette famille-là, ça faisait longtemps que la famille était traitée pour un mal de tête, pour un problème aux articulations, pour une toux et des vomissements, tellement on tousse. Voilà, donc attention aux réactions face aux moisissures. On ne réagit pas tous du tout de la même manière. Mais il faut vraiment regarder son logement, observer son logement, aller dans tous les recoins pour essayer de comprendre pourquoi on n'est pas bien. Voilà. Et ça, c'était les photos que vous avez prises suite à la visite dans… Ah, c'est cette visite-là, oui, tout à fait. Oui. Donc, avec des présences de moisissures très énormes. Oui. Parce qu'aucune aération, un phénomène de peau thermique, voilà, bref. Là, il faut travailler sur l'aération et la ventilation. Voilà. Oui, voilà. Alors, on est souvent confronté à cette question de déménagement ou de faire des travaux pour lesquels les propriétaires ou les bailleurs ne sont pas toujours partants, on va dire. C'est un vrai souci, ça, quand même. À qui faut-il s'adresser dans ces cas-là? Alors, quand on a un problème d'humidité, enfin, tout type de problème dans un logement, il faut soit aller frapper à la mairie, quand la mairie est une mairie assez importante et qu'elle a un service communal d'hygiène et de santé. Pour certaines grandes villes, à Marseille, à Aix, dans la région, on a ce genre de service. Si ça n'est pas possible à la mairie, si la mairie ne possède pas ce genre de service, il faut s'adresser à l'agence régionale de santé du département. Et c'est eux qui peuvent vous aider à comprendre le problème et à essayer d'en sortir. Voilà. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Lisez votre conclusion quand même. Oui, pardon, oui, c'est vrai qu'elle est importante. Quand même. Voilà, c'est Hippocrate quand même, donc ça remonte à loin, qui disait déjà qu'on ne peut prétendre guérir un patient sans prendre en considération son environnement quotidien. Voilà, vous en avez fait la preuve. Merci beaucoup. Bien, donc, bien, on va passer aux questions peut-être. Dorian, est-ce qu'il y a des questions sur…
Alors, sur Instagram, j'en ai une au tout début de la conversation par Adeline Marché au niveau des acariens, donc qui habite à La Réunion et qui nous regarde de La Réunion. Ah, Et elle nous demande si les conseils d'éviction qui ont été donnés sont les mêmes pour les acariens tropicaux ou pas. docteur Nguyen. Ben, moi, je dirais oui. C'est vrai que lutter contre la chaleur et l'humidité est plus difficile hein, à La Réunion. Mais effectivement, le choix des tissus bien aérés, pour moi, a priori, ce sont les mêmes conseils. Je ne sais pas si Chris Bell a d'autres spécificités. Oui, non, tout à fait d'accord, hein. C'est le même combat, on va dire. Mais là, il faut une housse anti-acarien. Il faut reprendre les recommandations, hein. Un sommier à latte, un matelas avec une housse anti-acarien validée. Donc là, on peut téléphoner au numéro vert qui est affiché pour avoir toutes les marques validées. Et ce sont les mêmes à La Réunion, hein. Et vraiment privilégier Donc, des matelas synthétiques, hein, encore plus à La Réunion que pas les tapissiers, pas tous les tatamis japonais, tout ça, parce que en fait, les sommiers, ouais. Alors, j'avais une autre question, moi, sur Facebook. Comment pouvons-nous nettoyer nos matelas efficacement et combien de temps faut-il aérer la chambre pour éliminer les acariens? Bon, on a déjà répondu, mais Chris Bell, comment est-ce Alors, qu'on nettoie? d'abord, on n'élimine pas les acariens. Ça, c'est un combat perdu d'avance. Donc, on peut éventuellement passer l'aspirateur, mais encore une fois, il ne faut pas chercher à combattre les acariens, il faut juste chercher à faire barrière. C'est plus naturel en plus. Donc, on fait juste une barrière naturelle avec un sommier sans tissu, donc avec du bois ou du métal, un sommier à latte, et par-dessus, un matelas muni d'une housse anti-acarien validée. C'est tout. L'oreiller, la couette, les passer à la machine à laver. D'accord. Merci. Dorian, d'autres questions? Alors moi, j'en ai plusieurs. On parlait beaucoup au début du nettoyage des draps, etc. Est-ce que la température au niveau de la machine à laver, du lavage, elle a son importance ou pas du tout? Alors, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est souvent une question qu'on nous pose. En fait, la température n'a pas tant d'importance que ça. Le plus important en matière de lavage en machine, c'est l'action mécanique de la machine qui va rincer en permanence et donc faire partir toutes les particules de poussière, donc tous les débris d'acariens. Parce que la température va tuer un acarien. Même le congélateur va tuer les acariens. Mais un acarien encore, est encore allergisant, même quand il est mort. Donc, la température n'est pas fondamentale. Mais en revanche, c'est le fait de rincer en permanence, l'action mécanique donc, de la machine qui va être déterminant. Ok. Autres questions? Ouais, on est en pleine période de Noël. Alors, sapin de Noël, polluant ou pas polluant pour notre salon? Ça dépend ce qu'on y met dessus. Si on ne met pas de la peinture en bombe et voilà, pourquoi pas, hein. C'est comme les plantes vertes. Les plantes vertes, ce n'est pas forcément polluant quand on n'a pas de problème d'humidité, quand on n'est pas allergique. Mais bon, non, en règle générale, un sapin, encore une fois, si on ne fait pas n'importe quoi avec, il n'y a pas de raison. Ah, on dit que parfois, il y a des moisissures sur les sapins, non, docteur Nguyen? Ouais, mais après, il n'y en a pas tant que ça, et puis donc ça dure un mois par an. Vous aérez, comme on a dit, et puis je pense que ça devrait se faire. Mais je n'ai pas lu d'études dessus, donc ça m'est difficile de vous répondre comme ça. Je vous risquerais de vous dire des bêtises, mais a priori, en y réfléchissant, je ne vois pas très bien pourquoi. Alors, en ce qui concerne les plantes vertes, moi, je pense que ce n'est pas parce qu'on est asthmatique et allergique qu'on doit avoir 0 plante verte, hein. Mais bon, l'idée, encore une fois, c'est d'être raisonnable et peut-être d'éviter la plante dont on a parlé parce qu'elle est allergisante. Donc, vous avez le droit d'avoir une ou deux plantes vertes, mais après, un jardin anglais, un jardin avec 10 000 plantes, ça c'est autre chose, par contre, hein. Ouais. C'est pas parce qu'on est allergique asthmatique qu'on va s'arrêter de vivre. Les acariens, il y en aura toujours. Donc l'idée, c'est simplement de diminuer le taux d'acariens en faisant les bons gestes. Vous voyez, éliminer à zéro. Moi, j'ai des gens qui me parlent de zéro acarien, ça vous y arriverez pas. C'est une bataille perdue. Alors ça peut être déstressé, ça peut vous déstresser, ça peut être déstressé. Au contraire, ça peut vous stresser, mais la bataille est perdue d'avance. Vraiment, l'idée, c'est de simplement diminuer un petit peu le taux d'acariens et de faire une barrière. Et là, ça suffit largement. Et puis, il y a la prise en charge médicale aussi, ça suffit largement pour éviter
voilà, pour arriver à un taux d'acariens suffisant ou comme arriver à un taux de polluants suffisant pour pas que les bronches soient trop irritées ou enflammées. Un dernier conseil, excuse-moi, rien à voir avec les acariens, on retrouve souvent ça, je ne sais pas si vous avez perçu ça, c'est que les produits ménagers, alors, moi j'habite dans Paris, donc c'est plus petit, des petits appartements, il n'y a pas d'espace. Pensez bien à revisser les flacons. Parce qu'en souvent, on garde dans les toilettes, dans la salle de bain, des machins, des produits ménagers, on ne referme pas parfaitement bien et vous avez comme ça des émanations qui sont dans tout l'appartement pendant un certain temps. Alors, ceux qui ont une maison avec un garage, c'est plus facile de mettre leurs affaires, mais pour ceux qui vivent en appartement, pensez à bien reboucher un petit peu tous vos capuchons de produits divers et variés, notamment les produits ménagers. D'accord. Alors après, on a beaucoup parlé aujourd'hui d'allergies, d'allergènes, alors de polluants, d'irritants, bon, c'est quand même des choses différentes. Néanmoins, quand on se croit allergique à quelque chose, il est quand même essentiel de faire un bilan, d'aller voir un médecin, d'aller voir quelqu'un comme le docteur Nguyen qui pourra faire les tests et vous dire si vous êtes allergique ou non et vous proposer éventuellement un traitement. Alors, on peut faire des tests aux allergies, aux allergènes, mais qui sont vivants, c'est-à-dire animaux, moisissures, plantes éventuellement. Donc ça, on peut faire des tests dessus. Après, pour les polluants intérieurs, on ne sait pas faire les tests là-dessus. Donc, par contre, si chez vous, quand vous êtes dans votre lit, vous éternuez le soir, quand vous êtes gêné, quand vous faites de la poussière, vous êtes gêné, quand vous allez vous promener, je sais pas, c'est pas la maison, mais quand vous touchez votre chat, vous êtes gêné, ou quand vous allez vous promener au printemps dans la forêt, vous êtes gêné, ça vaut vraiment le coup de savoir un petit peu à quoi vous êtes allergique. Et on peut vous proposer c'est quand même des solutions thérapeutiques. Il est aussi très important, moi je pense chez l'enfant asthmatique, l'enfant jeune, y compris l'enfant jeune, très jeune, je dirais, en âge préscolaire, qui fait des bronchites asthmatiformes à répétition, des choses comme ça, de faire tester, savoir si oui ou non il réagit, il a des allergies respiratoires et notamment ou alimentaires d'ailleurs, mais ça c'est important pour pouvoir qu'on le prenne en charge, qu'on le traite pour éviter que la maladie évolue ou se dégrade. Donc, il y a beaucoup d'idées fausses sur le sujet. On dit qu'on ne peut pas tester les petits-enfants. On peut tester les petits-enfants, ce n'est pas sûr que ce soit positif, mais lorsque c'est positif, on a un argument sérieux pour renforcer les traitements. Hein. Voilà. Très bien. Mais normalement, juste avant de rentrer à l'école, on va commencer à pouvoir tester les enfants. Ce n'est pas douloureux, enfin, ça le picote un petit peu, mais ça se fait très très bien. Donc, autant le faire. Si c'est négatif, tant mieux. Je sais pas pour la plupart des enfants, mais chez qui ça va être positif, c'est vraiment un facteur risque important d'un asthme qui va se poursuivre à l'âge adulte et qui peut éventuellement nécessiter un suivi un peu plus rapproché. C'est un des marqueurs en fait de l'inflammation de l'asthme, des facteurs de risque qu'il faut absolument prendre en charge. Donc, ne pas hésiter à le faire. Eh bien, merci beaucoup. Il est 19 h, donc notre conférence webinaire est maintenant terminée. Donc, je voudrais remercier les intervenants, Chrisbel Speyer, Dorian Chériou et Jean-Marie Nguyen. Je voudrais faire un petit coucou et merci aussi à Nathalie Garcia qui nous a aidés pour l'organisation pratique de cette conférence et remercier aussi Stalergen qui nous apporte un soutien institutionnel pour ces réunions. Nous vous retrouverons l'année prochaine pour d'autres webinaires. Voilà, on va essayer d'en faire régulièrement parce qu'il y a une vraie demande par rapport à ce type d'informations. D'ici là, le numéro vert Asthme et Allergie Infoservice est à votre disposition. Bon, il va y avoir une petite interruption pendant les fêtes, mais à partir du 4 janvier, le service sera de nouveau opérationnel. Donc, eh bien, écoutez, je crois que tous autant que nous sommes, nous vous souhaitons de très, très bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, soyez prudents. N'oubliez pas les gestes barrières et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci, au revoir.